Bonjour. Le cours d'aujourd'hui porte sur la dérivation d'image. Alors on dit aussi gradient d'image, enfin on dit plutôt d'ailleurs gradient d'image. Mais avant de vous parler du gradient d'image, de vous dire qu'est-ce que c'est, comment ça se calcule, on va s'intéresser à son utilité. À quoi ça sert de dériver une image? Alors il y a beaucoup d'applications. L'application historique, celle pour laquelle on a développé les algorithmes de dérivation d'image, les algorithmes de calcul de gradient d'image, c'est l'extraction de contours. Extraction de contours dans une image, qu'est-ce que c'est qu'un contour? Un contour, c'est le contour des objets de l'image. C'est-à-dire que globalement, c'est ce que vous dessineriez si vous aviez à dessiner le contenu d'une image. Donc le pourtour d'une sphère, les contours du visage, etc. Voilà, donc ça c'est la première application, mais ensuite ont suivi énormément d'applications, telles que la poursuite de cibles dans une séquence d'images, l'ancrage d'objets virtuels dans des scènes réelles, les méthodes d'apprentissage, de classification. Par exemple, on parle beaucoup de l'apprentissage profond, des réseaux de neurones profonds, deep learning. Eh bien, dans les algorithmes de deep learning, dans les premières couches, on a des couches de dérivation. On l'utilise aussi pour faire de la stéréovision, de la reconnaissance de forme, de l'analyse d'images. On l'utilise aussi dans la sécurité et le chiffrage, la stiganalyse, etc., etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de dériver une image? Comme d'habitude, pour illustrer notre propos, on va prendre une image. Et là, c'est l'image d'un tableau d'un peintre de la fin du 19e, début 20e, qui fait partie du groupe des symbolistes et qui s'appelle Odilon Redon. Et donc c'est un tableau qui s'appelle Bateau rouge au voile bleu, qui représente, comme vous le voyez, un bateau rouge avec des voiles bleues. Alors on va s'intéresser bien sûr à la dérivation d'images-couleurs, mais en fait on va d'abord s'intéresser à la dérivation d'images, et puis pour simplifier un peu le propos, on va s'intéresser à la dérivation d'une image noir et blanc. Donc cette image ici, c'est-à-dire l'image qui aurait été obtenue si, au lieu d'utiliser un capteur couleur, on avait utilisé un capteur qui était juste sensible à la luminance reçue sur les capteurs, qui est une image qu'on peut aussi obtenir en faisant une transformation RGB vers HSV, c'est-à-dire une transformation depuis rouge vers bleu, l'espace colorimétrique classique, vers HSV, teinte, saturation, valeur, ou teinte, saturation, luminance, et on prend la troisième valeur, la valeur de luminance, qui nous donne l'image à niveau de gris. Mais même ici, pour parler de dérivée d'image, ça va être un petit peu compliqué si on ne parle pas de dérivation tout court. Alors plutôt que de s'intéresser à la totalité de l'image, pour l'instant, on va juste s'intéresser à une ligne de l'image, cette ligne ici. Voilà, donc on se rappelle que une ligne de l'image nous dit que pour chacun de ces pixels ici, chacune des coordonnées ici le long de cette image, on a un niveau de gris. Les niveaux de gris étant élevés pour les valeurs les plus claires et basses pour les valeurs les plus foncées. Donc le noir est à 0 et le blanc complet est à 255. Alors voilà ce à quoi ressemble cette ligne de l'image. Voilà, donc on va essayer de la regarder un petit peu. Donc on voit que ici j'ai un gris, ici, qui a tendance à foncer un petit peu par là. Donc on voit que ça baisse un peu, voilà. Ici ensuite ça remonte un peu, puisque ici c'est plus clair. Puis ensuite là je vais passer du ciel sur la voile est enfoncée, eh bien je vais descendre beaucoup. Ensuite je vais rester sur la voile ici, donc on a un peu de texture sur la voile, ce qui explique un petit peu les variations qui sont ici. Et là de nouveau on va passer de la voile au ciel, donc on va passer de quelque chose de foncé à quelque chose de clair, donc d'une valeur basse à une valeur plus haute. Et puis ici on va avoir quelques variations, vous voyez ici ça s'éclaircit un petit peu, donc du coup ça remonte un peu, etc. Voilà, donc ça c'est la ligne de cette image. Et si maintenant on s'intéresse à dériver cette variation, donc de dériver cette fonction, donc c'est une fonction, c'est-à-dire pour chaque pixel ici, j'ai une valeur de niveau de gris, donc c'est une fonction, eh bien j'obtiendrai quelque chose qui est comme ceci. Donc ici j'ai une faible variation, donc je vais avoir une faible valeur de la dérivée, donc là c'est le 0 à peu près. Ici, je vais passer d'une valeur haute à une valeur basse, donc ma dérivée va être négative. Puis de nouveau, on va être autour de 0, donc on a des variations, donc on voit ces variations ici aussi.
Et de nouveau, je vais passer d'une valeur basse à une valeur haute ici. Donc cette fois-ci, je vais avoir une dérivée qui est positive, et puis de nouveau, quelque chose qui est autour de 0. Et avant de continuer, on va essayer de se rappeler ce que ça veut dire de dériver une fonction. On va prendre quelque chose d'un petit peu plus simple. Ici, une fonction. Donc toujours ici, on a l'axe x, et là, l'axe y égale f de x. Ça, c'est le graphe de la fonction y égale f de x. Et supposons que je veux calculer la dérivée en ce point-là. Comment est-ce que je peux calculer la dérivée en ce point-là? Alors, on se rappelait, la dérivée, en fait, c'est la pente de la tangente en ce point. C'est ça que c'est la dérivée. Donc, ça nous donne en fait la variation en ce point-là. Donc, la variation ici, elle est positive. Si je me place ici, elle est négative. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour calculer cette variation, qu'est-ce que je fais? Je mets un point avant, un point après, et je trace une droite entre les deux, et je regarde la pente de cette droite. Donc ici, si je regarde la pente de cette droite, vous voyez que ce n'est pas la pente de cette droite ici, mais si je rapproche ces deux points du point sur lequel je veux calculer la pente, eh bien on voit que la pente de qui passe par ces deux points-là, c'est la pente en ce point, et ça c'est d'autant plus vrai que ces points sont proches du point ici. Donc en fait, on arrive à la définition, la pente en ce point-là, c'est-à-dire la dérivée en ce point-là, eh bien c'est la limite de la pente de deux points qui se rapprochent infiniment du point en question. Voilà, et puis donc la dérivée, évidemment, c'est la pente en chaque point, donc c'est des valeurs différentes en chaque point. Mais les valeurs que l'on traite ne sont pas des valeurs continues. Ce sont des valeurs qui sont discrètes. Et donc, on va s'intéresser maintenant à qu'est-ce que ça veut dire dériver une fonction discrète. Alors, on se rappelle de ce que c'est qu'une fonction discrète. C'est une fonction dont les valeurs ne sont pas connues sur toutes les valeurs de x, donc toutes les valeurs des abscisses, mais seulement sur des valeurs échantillonnées de ces valeurs de x échantillonnées régulièrement. Alors, on voit que c'est échantillonné régulièrement dans cet axe-là, mais ça ne l'est pas dans cet axe-là. Et donc, pour dériver une fonction discrète, eh bien, je ne vais pas pouvoir utiliser la même procédure que pour dériver une fonction continue, parce que je ne connais pas en fait toute la courbe bleue, je ne connais que ces points qui sont ici. Et ce que je voudrais ici connaître, eh bien, c'est la dérivée en ce point-là, mais sous-entendu la dérivée de la fonction continue en ce point-là, et non pas la dérivée d'une fonction discrète. D'ailleurs, la dérivée d'une fonction discrète, ça n'existe pas vraiment. Au mieux, ce que je peux faire, c'est relier ces deux points ici, et puis dire, la dérivée en ce point-là, je vais l'approximer par la pente ici. Alors, si on regarde ce point particulier, on voit que c'est pas trop mal, vous voyez, on n'est pas trop éloigné. Mais si maintenant je m'intéresse plutôt à ce point-là, et que j'utilise les points qui sont de part et d'autre de ce point ici pour estimer la tangente en ce point, eh bien, je peux voir que ce n'est pas correct. Vous voyez, la pente que j'obtiens ici, ce n'est pas la tangente de la fonction que j'ai échantillonnée. Donc la question, c'est comment est-ce que je peux faire pour estimer la pente de la fonction qui est sous-jacente, finalement, à cet ensemble de points. Et c'est ça qu'on appelle dériver une fonction discrète. Donc je le redis, dériver une fonction discrète, c'est estimer en chaque point d'échantillonnage la dérivée de la fonction sous-jacente ici. Donc ça reviendrait presque à estimer la dérivée de cette fonction ici et en prendre la valeur en chacun des points d'échantillonnage. Et c'est plus ou moins comme ça qu'on va essayer de construire cette idée de dérivation d'une fonction discrète. La méthode qu'on emploie pour dériver une fonction discrète, eh bien, c'est d'essayer d'utiliser les informations qui nous sont données ici par les échantillons de la fonction continue pour reconstruire la fonction continue. Donc là, par exemple, je vais essayer de reconstruire ce petit tronçon qui est ici. Pour ce faire, eh bien, je vais essayer de reconstruire en chaque point ici de cet intervalle la valeur de la fonction.
Comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, je vais utiliser la totalité des informations qui me sont données ici. Je vais appeler f1 la valeur de la fonction pour l'échantillon 1, f2 la valeur de la fonction pour l'échantillon 2, etc. Donc pour chaque valeur xk, ma fonction discrète me dit que xk est associé à fk, fk étant égal à la valeur ici sur l'axe y. Donc c'est ce qu'on appelle une fonction discrète. Et donc à partir de cette fonction discrète, je vais essayer de reconstruire une fonction continue. La forme que prend cette reconstruction, c'est celle-ci. F chapeau, donc si je suppose que ça c'est f, la vraie fonction, f chapeau c'est l'estimation de cette fonction, et je vais dire que cette estimation, elle est obtenue en faisant une somme, donc depuis le premier jusqu'au dernier point, ici, donc somme de i égale 1 jusqu'à n de fi, la valeur de chacun de ces points, ici, que multiplie une fonction qui est fonction de la distance entre le point sur lequel je veux faire l'estimation et chacun des points sur lesquels j'ai une information. Donc cette fonction est une fonction décroissante qui va me dire quoi? Qui va me dire que plus un point est proche, plus il aura de poids dans cette reconstruction, plus un point est loin, moins il aura de points pour cette reconstruction. Cette fonction, donc, c'est quelque chose qui me donne une fonction de la distance. Voilà, donc ce point-là et ce point-là auront plus de poids que les points qui sont ici ou que les points qui sont là. Et celui-ci étant plus proche, ici, aura plus de poids que celui-là. Cette fonction, je l'écris, voyez, en fonction de la valeur absolue, donc de la distance entre x et xi, mais je peux l'écrire comme étant une fonction simplement de x moins xi. À partir du moment où j'écris quelque chose comme ça, je sais que cette fonction va être symétrique. Alors, pour donner un petit exemple, on va s'intéresser à une reconstruction linéaire de cette courbe-ci. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une reconstruction linéaire? Eh bien, c'est quelque chose qui, simplement, ferait des lignes discontinues entre chacun des points. Donc, quelque chose qui se ferait comme ça, voilà, vous voyez, je rejoindrai chacun des points ici. Les fameuses fonctions phi dont j'ai parlé tout à l'heure, on les appelle des noyaux. On a déjà abordé cette expression, des noyaux. Et ici, donc, ce noyau, que je vais considérer pour faire cette reconstruction, ça s'appelle un noyau linéaire. Alors, on va essayer de se rapprocher de la formule qu'on a vue tout à l'heure. Donc, je vais dire que pour dessiner en fait la droite qui va entre ce point-là et ce point-là, vous voyez que j'ai besoin que de deux informations, la valeur du point précédent et la valeur du point suivant. À partir du moment où j'ai ces deux valeurs-là, je suis capable de dresser une droite. Je n'ai pas besoin des points qui sont avant, ici, et je n'ai pas besoin des points qui sont après. Donc, pour reconstruire la valeur de f chapeau en x, je vais le faire en fonction de delta, et la forme va être comme ceci. F chapeau de x, c'est fk, cette valeur-là, que multiplie 1 moins delta, plus fk plus 1, cette valeur-là, que multiplie delta. Alors on va voir que ça fonctionne. Si je fais delta égale 0, ici, delta égale 0, ça me fait fk facteur de 1, et ici, fk plus 1 facteur de 0, donc on est bien à ce point-là. Si maintenant je fais delta égale 1, j'ai ici 1 moins 1, 0, donc j'ai 0 fois fk, plus 1 fois fk plus 1, donc j'ai bien ça. Et si jamais je me trouve juste au milieu, donc delta est égal à 0,5, ça me fait fk facteur de 1 moins 0,5, c'est-à-dire 0,5, et fk plus 1 facteur de 0,5, ça me fait la moitié de ça, plus la moitié de ça, j'obtiens bien la valeur qui se trouve au milieu de la droite ici. Cette formule est à rapprocher de celle que je vous ai donnée tout à l'heure, ici. Voilà, sauf que ici, tous les points fi auront un poids qui sera égal à 0, sauf fk et fk plus 1. La fonction que l'on obtient, c'est celle-ci. Phi de delta, c'est quelque chose qui vaut 0 si delta est supérieur à 1.
équivaut 1 moins valeur absolue de delta, sinon. Cette fonction, elle ressemble à ça. Voilà, elle vaut 0 quand je suis inférieur à 1, elle vaut 0, pardon, à moins 1, elle vaut 0 quand je suis supérieur à 1, et puis elle vaut, ben, vous voyez, une fonction croissante ici et une fonction décroissante ici. Donc maintenant qu'on a une fonction explicite, analytique, f chapeau, eh bien puisqu'on a cette fonction explicite analytique, on peut la dériver. C'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite. Donc, je vous rappelle ce que j'essaye de faire. Je veux dériver cette fonction reconstruite, ici, et puis en obtenir les valeurs en chaque point d'échantillonnage xk. Donc la valeur en x1, en x2, etc. etc. Ben, je vais calculer la dérivée. Voilà, la dérivée de ça, donc la dérivée de f chapeau de x en fonction de x, ben, c'est la dérivée de cette quantité-là. Mais comme vous savez, la dérivée de la somme, c'est la même chose que la somme des dérivées, donc je peux échanger ces deux symboles ici, le symbole somme et le symbole dérivée. Voilà, j'obtiens ça. Et puis, dans cette dérivée, vous voyez que la valeur fi, ici, elle ne dépend pas de x, elle ne dépend pas de cette valeur-là, elle ne dépend pas de la dérivation, donc je peux la sortir, ici, de cette somme. Et j'obtiens donc que la dérivée de mon estimation de la fonction en x, enfin par rapport à x, c'est la somme des valeurs de la fonction discrète pondérées par la dérivée de ma fonction prise en x moins xi. Et maintenant, on se rappelle que je veux calculer ça en chaque point xk, donc la dérivée de ça en xk, eh bien c'est la même chose, mais ici je remplace x par xk. Donc c'est fi pondéré par la dérivée de cette fonction en xk moins xi. On va revenir un petit peu là juste sur cette dérivée en xk moins xi. Regardez, xk moins xi, vous vous rappelez que ça, c'est les valeurs échantillonnées sur l'axe x. C'est échantillonné régulièrement, donc ça veut dire que xk moins xi, eh bien c'est fonction de k moins i, multiplié par la largeur d'un échantillon, donc la période d'échantillonnage si on veut. Donc c'est une fonction de k moins i. Et comme c'est une fonction de k moins i, c'est fonction d'un seul argument, k moins i, et on obtient ici cette quantité-là, qu'on appelle un noyau de dérivation discret, voilà, qui est fonction de cet argument-là, donc k moins i, qui sera négatif si i est supérieur à k, et qui sera positif si c'est k qui est supérieur à i. Et donc, je vais pouvoir calculer en chaque point xk la quantité dfk, c'est-à-dire la dérivée de la fonction discrète f en chaque point k, comme étant une somme pondérée des valeurs de la fonction. Pondérée par quoi? Par ce fameux noyau de dérivation. Et j'obtiens quelque chose qu'on appelle, que vous avez déjà vu, qu'on appelle une convolution discrète. Alors on va regarder ce qui se passe avec le noyau linéaire qu'on a vu tout à l'heure. Donc ce noyau linéaire, vous voyez que j'ai marqué dérivation. On va dire que, bon, on va voir qu'est-ce qui se passe avec un noyau linéaire. Le problème du noyau linéaire, c'est qu'il est dérivable partout sauf au point qui nous intéresse. Il n'est pas dérivable en moins 1, il n'est pas dérivable en 0, il n'est pas dérivable en plus 1. Il est dérivable ailleurs, ici. Donc là, ici, la dérivée, elle est nulle. Ici aussi. Par contre, ici, qu'est-ce qu'elle peut bien valoir, cette dérivée? Alors, on va faire comme si c'était dérivable, on va faire une approximation de la dérivée. Donc, je vais essayer de calculer le noyau eta en chacun de ces points. Donc, au point moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Donc, cette valeur de eta, ici, je vais essayer de la calculer ici. Alors, certes, je ne suis pas dérivable en moins 1, mais je suis dérivable à gauche et à droite. À gauche, ma dérivée elle vaut 0, à droite, ma dérivée elle vaut plus 1. Donc je vais dire que la dérivée ici, c'est la moyenne entre cette dérivée à gauche et cette dérivée à droite. La moyenne entre 0 et 1, c'est 1,5. Je vais faire pareil ici, en plus 1. Là, j'ai une pente à moins 1, là j'ai 0. La moyenne entre moins 1 et 0, ça me fait moins 1,5. Et puis là, j'ai une pente de plus 1, là une pente de moins 1. La moyenne entre plus 1 et moins 1, eh bien ça me fait 0.
Et pour tous les autres points, c'est relativement simple, hein, ça vaut 0, puisque là, par contre, je suis dérivable, et la valeur de la dérivée de cette fonction à chacun de ces points, c'est 0. Alors maintenant, si on revient à la dérivée de cette fonction, donc vous vous rappelez que ce que je veux faire, c'est calculer la dérivée de cette fonction en chacun des points de cette fonction. Par exemple, je veux le calculer en fk. Pour le calculer en fk, j'ai besoin de connaître quel est le poids que je vais donner à chacune de ces valeurs, f1, f2, f3, etc., jusqu'à fn. Comme on l'a déjà vu, mais on va le revoir ici, les points qui vont vraiment avoir de la valeur pour calculer la dérivée en fk, c'est le point qui se trouve juste après, le point k plus 1, et le point qui se trouve juste avant, k moins 1. Alors quels vont être leurs poids? Bon, bah déjà le poids pour calculer la valeur de la dérivée en fk de cette valeur fk, c'est état de k moins k, je remplace i par la valeur courante, k moins k, et ça me donne donc 0. Ensuite, je vais m'intéresser à fk plus 1. Donc, quel est le poids de fk plus 1 pour calculer la dérivée en fk? Donc là, ici, i, c'est k plus 1. Je remplace i par k plus 1. Ça me fait k moins k plus 1, c'est-à-dire k moins k moins 1. Ça me fait état de moins 1. État de moins 1, eh bien c'est ça. C'est 1,5. Et puis, de la même façon, si je regarde k moins 1, le poids de k moins 1 de fk-1 pour calculer la dérivée en fk, c'est état de k moins, je remplace i par k-1, k moins k moins 1, donc ça me fait k moins k plus 1, état de plus 1, c'est ça. Et le poids de tous les autres, ce sera 0. Donc pour calculer la dérivée en fk, qu'est-ce que je fais? Je fais 1,5 de fk plus 1 moins 1,5 de fk moins 1, et bien c'est rien d'autre que la fameuse pente de la droite qu'on a vue tout à l'heure, ici, c'est-à-dire la différence entre fk plus 1 et fk moins 1 divisé par 2 pas ici, donc divisé par 2. Voilà, donc on voit qu'on peut peut-être un petit peu justifier cette dérivée qu'on appelle souvent dérivée discrète, mais qui n'est pas une dérivée. Pourquoi c'est pas une dérivée? Parce que la fonction qui permet de la reconstruire, cette dérivée, n'est pas dérivable, donc cette dérivée n'est pas correcte. Pour pouvoir dériver une fonction discrète, eh bien, il faut que je puisse la reconstruire, plus exactement ici l'interpoler, avec une fonction qui est dérivable, avec un noyau qui est dérivable. Alors des noyaux dérivables, voilà, on peut par exemple citer celui-ci, vous voyez, qui est dérivable là, ici. Par contre, vous voyez que ici, de nouveau, il n'est pas dérivable. Alors pour reconstruire correctement une fonction par interpolation, il faudrait utiliser un noyau d'interpolation qui soit infini. Et en fait, généralement, ce n'est pas ce qu'on va faire. On va plutôt utiliser des noyaux qu'on appelle des noyaux de reconstruction. Qu'est-ce que c'est qu'un noyau de reconstruction? Ce n'est pas quelque chose qui va reconstruire exactement la courbe, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire en sorte que la courbe passe par les points, mais va faire en sorte que la courbe passe approximativement par les points. Pourquoi? Eh bien, c'est pour pouvoir ne pas faire dépendre la dérivée que l'on calcule des variations de la courbe discrète dues à son échantillonnage et surtout à sa quantification. Et donc pour éviter ça, on va utiliser des noyaux d'approximation, aussi appelés noyaux de reconstruction. Et les deux les plus utilisés, c'est le noyau qui s'appelle le noyau de Chern-Castan, donc qui est une sorte d'exponentielle. C'est une exponentielle de valeur absolue de x. Et puis le deuxième noyau, qui est celui qui est vraiment le plus utilisé pour faire la dérivée, surtout pour faire la dérivée pour la recherche de contours, qui est le noyau de Cany-Deriche, qui est un noyau qui, vous voyez, ressemble un petit peu à une gaussienne, mais ce n'en est pas vraiment une. Vous pourrez regarder la formule du noyau de Cany-Deriche. Ces deux noyaux ont plusieurs avantages, et entre autres des avantages extrêmement intéressants qu'on va exploiter par la suite, qui sont dus au fait que ces deux noyaux sont à la fois séparables, on va voir ce que ça veut dire, et aussi qui permettent de faire des algorithmes récursifs. Maintenant, on va pouvoir enfin s'intéresser à la dérivation d'une image. Alors la première chose, c'est qu'on se rappelle qu'une image, c'est quelque chose qui est représenté par une fonction
qui donne la valeur du niveau de gris en fonction de la couleur, ou plus exactement à quel point un point est foncé ou est clair. Par exemple, ces points-là ici sont représentés par des valeurs qui sont très petites, et ces points qui sont ici ou là, ici, sont représentés par des valeurs qui sont plus grandes. Donc en fait, on peut voir une image comme une fonction à 2 dimensions. Voilà, donc on va se représenter ça, où les valeurs les plus basses de cette fonction sont les valeurs qui sont foncées, noires, et les valeurs les plus élevées sont les valeurs qui sont les plus claires. Voilà, donc si on regarde cette fonction à 2 dimensions, eh bien, on peut se dire que cette fonction à 2 dimensions, elle est faite d'une fonction qui est fonction des colonnes de l'image et des lignes de l'image, donc de 2 axes x et y. Et donc, on a quelque chose qui s'écrit comme un f de xy et qui se trouve sur ce 3e axe. Donc, le niveau de gris, c'est une fonction échantillonnée de chaque coordonnée x et y des pixels de l'image. Pour faire cette dérivation, eh bien, on se retrouve dans une approche continue discret que vous pouvez retrouver. Il y a un petit cours sur l'approche continue discret. Alors je vous conseille peut-être, avant de poursuivre ce cours sur la dérivation d'images, de revoir ou de relire l'approche continue discret parce qu'on va s'en servir ici. Alors en quoi va consister l'approche continue discret associée à la dérivation d'image? Comment est-ce que je vais faire une dérivation d'image avec une approche continue discret? Donc pour illustrer ça, je vais supposer ici que j'ai l'image continue et que j'ai une image discrète qui est issue de cette image continue, voilà, que j'ai obtenue ici par un sous-échantillonnage. Et donc l'idée, c'est que finalement, je peux faire une estimation de l'image continue dont l'échantillonnage est cette image-là, via un noyau, donc un noyau d'interpolation, ou plutôt ici, on va plutôt utiliser un noyau de reconstruction, comme on l'a vu, soit un noyau de Chern-Castan, soit un noyau de Kani-Derich. Et pour dériver cette image, eh bien, je ne vais pas avoir qu'une seule dérivée, mais je vais avoir 2 dérivées, une dérivée sur l'axe des x et une dérivée sur l'axe des y. En chaque point, je vais avoir 2 valeurs qui sont la valeur de la dérivée en ce point suivant la direction x et la dérivée en ce point suivant la direction y. Et j'obtiens du coup en chaque point un vecteur dont la coordonnée en x c'est la dérivée en x et dont la coordonnée en y c'est la dérivée en y. Et ce vecteur, on appelle ça le gradient. Donc le gradient, finalement, c'est juste l'association en chaque pixel d'un vecteur. Et ce vecteur vous donne en fait la pente, la variation du niveau de gris dans les directions de x et de y. Pour nous, c'est beaucoup plus simple. Ça veut dire que pour faire une dérivée d'une image, il me suffit de calculer l'image dérivée en x et l'image dérivée en y, plus exactement la projection du gradient sur l'axe des x et la projection du gradient sur l'axe des y. Alors comment on va faire ça? Eh bien, pour faire la dérivée de cette image suivant l'axe des x, je vais utiliser la dérivée suivant l'axe des x de ce noyau. Et donc, je vais obtenir ici un noyau discret. Voilà, donc ça c'est le point 0, ça c'est le point -3, 0, ça c'est le point -3, -3, et ainsi de suite. Et en convoluant ce noyau et cette image, je vais obtenir l'image dérivée, qui est celle-ci. Et qu'est-ce que c'est que cette image dérivée? Ce que c'est censé être, eh bien c'est censé être l'échantillonnage de l'image dérivée que j'aurais obtenue si j'avais dérivé l'image continue. Donc globalement, ce que j'ai ici, c'est censé être quelque chose qui sera obtenu comme ceci, donc c'est-à-dire je reconstruis mon image continue, je la dérive et je l'échantillonne. Et pour faire ça, eh bien, je passe de là à là grâce à la dérivée du noyau de reconstruction suivant l'axe des x,
qui est donc mon noyau de dérivation en x. Et puis je vais faire pareil en y, c'est-à-dire que je vais dériver mon noyau ici suivant l'axe y, et donc je vais convoluer ce fameux noyau ici avec mon image et obtenir l'image dérivée en y, qui de nouveau n'est autre, enfin est censé être autre que l'échantillonnage de l'image dérivée continue que j'aurais obtenue si j'avais dérivé cette image de façon continue en y et que je l'avais échantillonné. Donc de nouveau, j'ai ce passage-là, discret, continu, 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 discret. Maintenant, on doit se rappeler que les noyaux de reconstruction, les noyaux qu'on va utiliser pour dériver, sont des noyaux qui sont à support infini. D'ailleurs, même si c'était des noyaux d'interpolation, pour qu'ils puissent être dérivables partout, il faut qu'ils soient infinis. Or, si jamais ces noyaux sont un support infini, ça veut dire que cette quantité ici, hein, le noyau discret, doit être lui aussi infini, c'est-à-dire qu'il doit avoir une infinité de valeurs en x et en y. Du coup, le nombre de calculs que l'on va faire pour calculer chaque point, la dérivée en chaque point, eh bien, est égal au nombre de points de l'image. Donc si j'ai n points sur l'image, je suis obligé de calculer une convolution de n valeurs pour chacun des points de l'image, donc ça me fait un algorithme en n carré, ce qui est un algorithme qui est extrêmement gourmand. Et c'est là où les fameux noyaux dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les noyaux de Chern-Castan et le noyau de Kani-Derich, sont intéressants, et c'est là que leurs propriétés de séparabilité et de récursivité vont être intéressantes. Alors, d'abord, on va s'interroger de savoir ce que c'est qu'un noyau séparable. Un noyau séparable, voilà, donc par exemple ici le noyau de Kani-Derich, un noyau est séparable s'il peut s'écrire comme la multiplication d'un noyau suivant l'axe x par un noyau suivant l'axe y. Donc ce qui veut dire que plus ou moins ces deux noyaux, donc sur l'axe des lignes et sur l'axe des colonnes, permettent de reconstruire ce noyau-là. C'est un petit peu comme si ce noyau-là pouvait être résumé à ces deux noyaux-là. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Regardez, si jamais je veux dériver ce noyau par rapport à x, d'accord, donc c'est la dérivée par rapport à x de la multiplication de ces deux noyaux. Mais ce noyau-là, c'est un noyau qui est sur y, donc qui ne dépend pas de x. Donc la dérivée de cette multiplication de noyaux, c'est la dérivée de ce noyau multipliée par celui-ci. Donc la dérivée de ce noyau va nous donner quelque chose un petit peu comme ça, et je multiplie par cette quantité. Donc ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage de la séparabilité, c'est que pour faire une opération en x, y, il me suffit de faire une opération pas sur x, suivie d'une opération sur y, ou le contraire, une opération sur y, suivie d'une opération sur x, les deux opérations étant complètement indépendantes. Dit autrement, supposons que je veuille lisser avec un noyau, donc un noyau de reconstruction. Supposons que je veuille lisser cette image. Alors pourquoi est-ce que je dis lisser? Parce que les noyaux de reconstruction, puisque c'est des noyaux qui font des approximations, quand on le passe sur l'image, ils ne vont pas nous donner exactement l'image, mais ils vont nous donner une image lissée. Et bien pour obtenir cette image lissée, donc que je représente ici, eh bien il me suffit de lisser sur cet axe-là, et ensuite de lisser sur cet axe-là. Ce qui veut dire quoi? Supposons qu'on ait un noyau qui fasse 9 par 9. Voilà, pour donner un exemple. Hein. Sauf que là, on sait qu'on a des noyaux qui sont infinis. Mais supposons qu'on ait un noyau qui fasse 9 par 9. Donc ça veut dire que pour convoluer avec ce noyau-là, il me faut faire 9 fois 9, 81 opérations. Si jamais je fais juste 9 opérations sur x et 9 opérations, puis 9 opérations sur y, ça me fait juste 9 plus 9, 18 opérations. Donc 18 au lieu de 81. Voilà, et si maintenant vous prenez, je ne sais pas, 99, un noyau 99 par 99, vous voyez que je vais obtenir 99 plus 99 opérations au lieu de 99 fois 99 opérations. Donc c'est vraiment très très intéressant d'être séparable. Et dans le cadre de la dérivation, alors là juste pour vous montrer que c'est bien voilà, un lissage, hein, là j'ai bien utilisé le bon noyau, on voit bien que l'image de départ a été lissée. Maintenant, si je veux faire une dérivation, donc par exemple ici, je vais faire pour changer un peu une dérivation sur y, voilà, donc une dérivation sur cet axe-là.
voilà, sur l'axe des lignes. Et bien dans un premier temps, je vais faire un lissage sur l'axe des X, et ensuite, donc quelque chose qui se fait ligne par ligne, et ensuite une dérivation sur l'axe des Y, donc quelque chose qui se fait colonne par colonne. Et j'obtiens ici ma dérivée en Y, donc on revoit la même chose, hein, c'est-à-dire que ici je suis passé de quelque chose de clair à quelque chose de foncé, donc j'ai des valeurs qui sont négatives, et ici je suis passé de quelque chose de foncé à quelque chose de plus clair, donc j'ai des valeurs qui sont positives. Je vous ai dit aussi que les algorithmes étaient récursifs. Alors, les deux sont récursifs. Comment ça fonctionne la récursivité? Eh bien, c'est très simple. Le noyau de Canideri, vous voyez, est fait de deux morceaux. Le morceau ici pour les valeurs de delta positives et le morceau ici pour des valeurs de delta négatives. Vous vous rappelez que pour la convolution, pour faire une convolution, il nous faut une réponse impulsionnelle, donc un noyau qui soit uniquement positif. Donc cette partie-là, ici, on va l'appeler le noyau causal ou la partie causale de ce noyau. Et puis l'autre qui est de l'autre côté, ici, on va l'appeler la partie anticausale. Et pour faire un calcul à partir de noyau causal et de noyau anticausal, on va procéder de la façon suivante. D'abord, le noyau causal comme anticausal permet de faire un algorithme récursif. Un algorithme récursif veut dire qu'on va utiliser à chaque fois le résultat précédent pour obtenir la valeur suivante. Et donc, au lieu d'avoir un algorithme qui va prendre une infinité de valeurs, on va avoir un algorithme qui va faire uniquement 3 ou 4 pas d'itération. Donc j'ai mon signal ici, vous reconnaissez la ligne de tout à l'heure, j'ai mon signal de départ, je vais faire passer ici mon filtre causal, donc il va passer dans ce sens-là, et le filtre anticausal, en fait, c'est la même chose, sauf qu'il va passer dans l'autre sens. Voilà, et on reconnaît bien ici l'effet d'un filtre qui a un retard à chaque fois, hein. Donc le filtre anticausal, il va avoir un retard dans ce sens-là, et le filtre causal, il va avoir un retard dans ce sens-là. Et ensuite, pour obtenir l'image filtrée, enfin pour obtenir ici le signal de ligne filtrée, eh bien, je vais faire une opération avec le filtre causal, ici, le filtre anticausal et la valeur courante, et fusionner ces trois selon un algorithme qui est très bien défini, pour me donner la valeur lissée de la ligne. C'est comme ça que j'ai obtenu mon image lissée de tout à l'heure. Donc, l'algorithme récursif que je vais mettre en place, donc je vous rappelle, hein, c'est un algorithme qui va me permettre de faire une opération sur les lignes et une opération sur les colonnes, mais l'opération par exemple sur les lignes, elle va être obtenue de la façon suivante. Je prends mon image de départ, ici, et puis dans un premier temps, je lui fais faire un filtrage qui est causal, dans ce sens-là, et puis ensuite, je vais lui faire un filtrage anticausal, dans l'autre sens, voilà. Et puis, généralement, la dérivée, elle va être obtenue simplement en faisant la différence de ce que j'ai obtenu en faisant un filtrage causal avec ce que j'ai obtenu en faisant un filtrage anticausal. Et j'obtiens ici donc ma dérivée suivant l'axe X. On en arrive maintenant à la fin. On va parler de gradient couleur. Alors, on va en parler très très rapidement. Il y a plusieurs, évidemment, définitions possibles du gradient couleur, mais pour nous, ça va être relativement simple. On se rappelle qu'une image couleur, c'est rien d'autre que l'adjonction de trois images à niveau de gris, l'une représentant la tendance de rouge, l'autre représentant la tendance de vert, et la troisième représentant la tendance de bleu. Et donc, si je fais la dérivée de cette image sur chacun de ces axes, ben, par exemple, voilà ce que me donne la dérivée par rapport au rouge, donc sur l'axe X, la dérivée par rapport à l'axe des verts, toujours sur l'axe X, et la dérivée par rapport à l'axe des bleus, toujours sur l'axe X. Et puis, je peux très bien synthétiser ces trois dérivées en faisant une image couleur, qui serait une image en fausse couleur qu'on voit ici, voilà, où j'ai simplement donné la tendance rouge vers bleu. Donc ici, on voit qu'on a un fort gradient en rouge, mais pas dans les autres couleurs. Ici, on voit qu'on a un gradient en bleu, mais pas dans les autres couleurs. Voilà, et donc ça, c'est la dérivée en x, et j'aurais pu évidemment obtenir la même chose en faisant la dérivée en y.
Voilà, ce cours est maintenant terminé. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour un autre cours.